Bonsoir à tous, merci d'être présents à ce live de Studirama TV. Ce soir, nous recevons Andrés Atenza, le directeur très médiatique de l'ISC Paris, et Jordan Ginest, secrétaire exécutive à l'ISC Paris. Alors, le principe de ce live, c'est de répondre aux questions qui nous ont été posées par les internautes depuis plusieurs jours et les questions qui vont arriver pendant ce live. Alors, première question qui nous a été posée, l'ISC est régulièrement présente dans les classements, à des positions moyennes, dans presque tous les classements. Alors, nous pose l'internaute, est-ce que vous n'êtes pas une école moyenne? Alors, on va répondre à cette question d'abord en parlant des classements. Les classements, et tous les classeurs le savent, et ceux qui font un travail d'évaluation, le classement c'est de la rationalité limitée. Le classement ne dit pas tout. Le classement c'est une photographie, le classement c'est un certain nombre de critères qui donnent à un moment donné une image. Et en effet, nous apparaissons au milieu d'un classement, ce qui est tout à fait honorable pour notre institution. Et donc il y a l'évolution, mais l'ISC Paris avance, les autres avancent également, et nous nous trouvons là. Est-ce que cela veut dire que nous sommes une école moyenne? Là, cet internaute va vite en besogne. Il y a un biais méthodologique, parce que ce qui fait la qualité d'une institution, c'est pas le classement. Je sais que les familles, la demande sociale, les entreprises regardent le classement, mais le classement, ce n'est d'une institution, ce n'est pas que ça. D'abord, ce que je demande à cet internaute, c'est de regarder si l'école a un diplôme visé, de qualité, si le diplôme a le grade de master, si le diplôme a une accréditation internationale, quelle est sa démarche. Je demanderai plutôt à cet internaute de s'intéresser aux spécialités de l'institution, de regarder le réseau des anciens, etc. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui, me semble-t-il, préside à la qualité d'une institution et d'une école comme la nôtre. Alors, nous sommes bien d'accord sur ce point. Cela étant, est-ce qu'on constate une progression dans les classements, même s'il faut garder... Alors ça dépend les classements en fonction des critères. Alors parfois on monte un peu une place, mais c'est une bagarre entre les écoles qui est une bagarre difficile. C'est un système, en France, le système des grandes écoles est un système très concurrentiel par rapport à d'autres pays. Donc parfois on progresse un peu, parfois on reste, comme on dit, dans une courbe quasiment plate, 15e, 16e, il nous est arrivé d'être 14e. Pour mes équipes et pour l'ensemble même des étudiants, pour notre communauté, il va de soi qu'on souhaite toujours maintenir et qu'on souhaite progresser, c'est évident. Mais je ne me lève pas tous les matins en ayant les yeux fixés sur le classement. On ne peut pas gérer une institution en regardant uniquement le classement. Je regarde et je fais progresser l'ISC Paris parce que les étudiants sont des étudiants de qualité, parce que l'insertion professionnelle est de qualité, parce que les entreprises nous font confiance, et au bout du bout, le succès personnel et professionnel pour mes élèves. Je crois que c'est cela l'essentiel. Alors, après cette question sur le classement, nous avons plusieurs questions qui tiennent à la recomposition du paysage des grandes écoles françaises. Vous êtes évidemment bien au courant de toutes ces fusions qui se passent, France Business School, Euromed, BEM. Plusieurs questions sur la stratégie de l'ISC dans le cadre de ces fusions, puisque vous n'annoncez pour l'année prochaine, ni même les années à venir, aucune fusion. Donc première question, est-ce que vous confirmez que l'ISC reste sur la stratégie qu'elle a décidée, qui est une stratégie donc de développement de l'ISC seul? Et autre question, est-ce que ça ne traduit pas un manque d'ambition de l'ISC, puisqu'il nous est expliqué qu'aujourd'hui, une grande école, pour se hisser dans le top européen ou international, la nécessité, c'est justement de fusionner? Alors, je crois qu'on est atteint de cécité et que mes chers collègues et gouvernance d'autres écoles, mais ceci est une sorte de coup de griffe très amical, ils sont vraiment atteints de cécité sur le modèle dominant. Je pense qu'il ne faut pas céder à ce modèle dominant. Il n'y aurait de salut possible que si on fusionne, et donc qu'il faut être grand. Ça, c'est l'idolâtrie de la taille critique. Alors que, quand je me promène aux États-Unis, quand je me promène au Mexique ou ailleurs, je trouve des institutions très prestigieuses avec 2000 étudiants, 2500 étudiants. Donc attention à la question de la fusion. Que les écoles aient des difficultés de financement, ce qui n'est pas notre cas. Oui, puisque vous avez un statut particulier, vous n'êtes pas une école consulaire. Donc vous avez un statut un petit peu particulier. Mais nous sommes une école associative. Alors, ce qui est intéressant dans le modèle qui est présenté, c'est qu'à un certain moment, les écoles dites associatives indépendantes étaient décriées. Et on disait, mais comment elles tiennent? Comment elles peuvent être correctement gouvernées?
Et on s'aperçoit quoi aujourd'hui? On s'aperçoit en effet que c'est le modèle dominant. Toutes sont en train d'adopter le modèle associatif. Gouvernance souple, gouvernance réactive. Mais c'est notre cas. Alors pourquoi aller chercher aujourd'hui une fusion? Pourquoi faire des fusions où il y aurait des écoles qui seraient très loin, avec des écoles dans le sud, dans le nord, et on me dit, et on voudrait me faire croire qu'il y aurait de la synergie, des économies d'échelle. Je pense que là, il faut être raisonnable, et je dirais à cet internaute qu'il faut veiller de près au fonctionnement et derrière quel est le projet et quelle stratégie. Et que je sache, je n'ai pas encore vu une phrase précise sur le modèle qu'on va présenter, la stratégie de qualité qui est annoncée aux familles. Je pense qu'il faut respecter quand même les familles et qu'il faut respecter les candidats quand ils vont choisir une école. Quand on annonce des choses derrière uniquement sur des fusions, des finances, alors que tout n'est pas encore réglé, je dis tout simplement aux familles qu'il faut regarder de près avant de faire le choix final. Alors, au-delà des fusions, est-ce qu'on peut imaginer des rapprochements? En revanche, des stratégies d'alliance. Et ça, c'est notre politique. On considère qu'il y a des stratégies d'alliance possibles et également des coproductions, ce que nous sommes déjà en train de mettre en place sur des diplômes sur production particulière en formation continue, MBA. Je vous donne quelques exemples. Nous travaillons aujourd'hui sur l'innovation. On a quelques enseignants-chercheurs de haut niveau sur l'innovation. Nous travaillons aujourd'hui sur 3 institutions, l'Université de Cork, l'Université d'Utrecht, ISC Paris, sur un master. C'est quand même intéressant, 3 universités, 3 grandes écoles, et nous travaillons en coproduction, on partage des moyens mis en commun pour exister. On travaille également sur le luxe avec un programme totalement anglais qui s'adresse à l'international, et nous travaillons encore une fois en coproduction. Donc, stratégie d'alliance. On reviendra après sur les rapprochements internationaux. Tout à fait. Là, la question, c'était plutôt sur des rapprochements nationaux, puisque vous savez qu'il y a des écoles de commerce qui, au-delà de fusionner, se rapprochent avec des écoles d'ingénieurs pour créer une complémentarité, voire avec des écoles de design, ou bien même, dans le cas des presses, avec des pôles universitaires, des IAE. Il y a un tas d'autres rapprochements autres qu'une fusion avec une école de commerce. Oui, mais c'est ce que nous privilégions. Nous, on travaille déjà depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps avec l'université de Cergy-Pontoise. D'ailleurs, il y a un digne représentant avec un double diplôme de l'ISC Paris, Jordan Gineste, qui est mon secrétaire exécutif et qui avait déjà travaillé avec l'université, obtenu le diplôme de l'université. Il y a dans le spectre, comme on dit, des fusions, des acquisitions, d'achats d'entreprises ou d'achats d'écoles, etc. On est dans ce modèle-là, mais il y a aussi un modèle qui existe, qui est le modèle du pôle de compétitivité, c'est-à-dire des rapprochements avec des stratégies d'alliance sur des programmes, sur des mises à disposition du personnel, sur de recherche et développement en commun. Et c'est aussi le modèle qui marche dans les PMI-PME et qui marche dans des institutions comme la nôtre. Et aujourd'hui, on a plutôt le succès. Donc vous avez été clair ce soir, pas de rapprochement, ni de grande fusion prévue pour l'année prochaine, ni même dans les années à venir. Alors vous avez abordé l'aspect international sur la collaboration avec plusieurs universités. C'est une des questions récurrentes. Un des internautes nous dit, vous n'avez pas de campus à l'étranger, est-ce que c'est signe du manque d'ambition internationale? Un autre internaute nous dit, moi j'envisage de démarrer une carrière internationale, mais est-ce que l'ISC est connu à l'étranger? Vous répondez quoi? Alors d'abord, quand je vais à l'étranger, et je pose aussi des questions, est-ce que les ESC ou d'autres écoles, pour ne pas les citer, sont connues aussi bien quand on sort de l'Hexagone, l'ensemble des écoles françaises sont méconnues, mais elles font tout pour se faire connaître quand même, parce que le modèle éducatif est un modèle performant. La deuxième question sur, faut-il un campus? Est-ce qu'il faut, pour être international, avoir un campus à l'étranger? Pour certains étudiants, oui. Mais 163 partenaires vivants. Et j'emploie le terme vivant, c'est-à-dire qu'il se passe tous les ans quelque chose avec nos partenaires dans 51 pays. Donc 163 campus. Voilà, ça veut dire qu'il y a des partenaires qui accueillent mes élèves pour des semestres avec l'obligation de ramener 30 ou 60 crédits, des doubles diplômes d'universités partenaires prestigieuses qui nous font confiance. Et nous-mêmes, nous recevons
à Paris plus de 250 étudiants étrangers qui ont choisi l'ISC Paris pour l'offre éducative de l'ISC, pour ses spécialités et pour ses crédits. Je pense qu'il faut, pour répondre, pour être complet à cet internaute, il y a des phénomènes, des modes, il y a à un moment donné des modèles qu'on souhaite imposer, et on croit que la vérité se trouve là. La vérité n'est pas dans le fait qu'il faut avoir un campus à l'étranger. Une formation de bon niveau international, c'est le contenu, c'est le corps professoral, c'est la formation interculturelle, c'est la négociation, c'est le partage d'expériences, c'est ça l'international. Et quand on voit qu'on a des diplômés qui partent à l'international, qui trouvent des jobs, qui sont embauchés, je veux dire, moi j'ai fait mon job, nous avons répondu à la demande sociale. Et on n'a pas d'étudiants et on n'a pas de diplômés aujourd'hui de l'ISC Paris qui auraient des difficultés à trouver un job à l'étranger. Sans entrer dans le détail des programmes, un étudiant qui voudrait vraiment internationaliser son cursus sur ses 3 ans de scolarité, la partie internationale peut représenter jusqu'à combien de temps de son cursus? Mais là, Jordan peut répondre. Pour compléter, j'ajouterais que fidèle à la ligne qui est la nôtre de personnalisation des parcours, nous ne serions pas cohérents si nous envoyions l'ensemble de nos étudiants sur un seul et même campus. Je ne crois pas qu'un étudiant qui souhaite se spécialiser dans le tourisme en Amérique latine parte avec intérêt sur un campus asiatique ou nord-américain. Il y a des demandes spécifiques, des projets spécifiques, l'institution doit donner des réponses spécifiques. Pour répondre à la question de l'internaute et la vôtre sur la proportion de l'international. Dès la première année, nos étudiants peuvent intégrer une filière dédiée, bilingue, qui s'appelle l'International Track, qui permet aux étudiants qui l'intègrent de suivre plus de 80% de leurs cours en anglais. Pour ces étudiants-là, une ELV2, une ELV3. Ils peuvent, à la fin de cette première année, d'ores et déjà faire un stage à l'étranger. La deuxième année propose également cette filière International Track, avec toujours 80% des cours en anglais. Ils préparent et ils passent le TOEFL, ils préparent et ils passent le GMAT. En fin de deuxième année, un stage à l'étranger à nouveau. Possibilité, s'ils le souhaitent, de faire leur année de césure, c'est-à-dire cette interruption entre la deuxième et la troisième année, à l'étranger. Et enfin, une troisième année qui peut être internationale sous plusieurs formes, une spécialisation entièrement bilingue, l'International Business and Management, ou un échange dans une université partenaire, à l'étranger, dans le pays que l'étudiant choisira, dans le pays pour lequel l'étudiant verra une cohérence avec son parcours. Donc, finalement, si j'enlève les 20% de cours en français en première année et les 20% de cours en français en deuxième année, le cursus est intégralement anglophone à l'ISC Paris. Donc l'international se construit de cette manière-là et au regard des affinités et des choix qui sont celles du candidat. À côté de ces questions de stratégie, il y a des questions assez concrètes que posent les internautes. Un internaute qui nous dit, voilà, je suis admissible à ULSIT, à Euromed et BEM, ainsi qu'à l'ISC. Étant parisien, j'hésite à déménager pour mes études. Pensez-vous honnêtement que l'ISC pourra m'apporter autant que ces écoles? Et il rajoute, au vu des classements et accréditations internationales. Alors, première chose, il faudrait que cet internaute supprime le mot honnêtement. Parce que je suis un honnête homme dans le métier depuis 25 ans, et donc, bien entendu, la réponse que je vais faire, elle est honnête, elle est précise, elle est claire. Comme toutes les autres. Comme toutes les autres, ça serait une insulte à mon intelligence que de dire est-ce que je serais malhonnête. Je ne peux pas vendre une offre éducative en disant aux étudiants qu'il y aurait des difficultés, que le diplôme ne serait pas de qualité. Les écoles que vient de citer l'étranger, ce sont des bonnes écoles, mais personne ne dit le contraire. Je respecte, je connais les dirigeants, ils font un travail sérieux, depuis qu'ils sont à la tête, ils ont fait un travail sérieux. En revanche, le travail que je fais à mes équipes, il est aussi sérieux, en progression. Le visa, le grade, des attractivités qui s'améliorent, de la recherche, parce qu'on parle souvent de recherche, une recherche qui était réellement incarnée et qui sert les intérêts des étudiants, et pas du tout une recherche qui ne serait pas utilisée pour mieux améliorer, mieux enseigner, bien entendu, les entreprises. Et donc, ce jeune homme ou jeune fille, aujourd'hui, je regarderai de près. Il souhaite déménager pour aller trouver le soleil, vraisemblablement il y a de la possibilité. S'il veut travailler, et nous sommes une école où on travaille, où on progresse, dans laquelle il y aura pour lui des possibilités de développement personnel et donc une ouverture à l'international, une ouverture sur des métiers
Et je peux parler des métiers de la banque et de la finance. Je donne l'exemple, beaucoup d'écoles comme les nôtres partagent d'ailleurs les mêmes veines sur le marketing, sur la finance. Je vous donne l'exemple du DCG. Le DCG, le diplôme supérieur pour l'expertise comptable, notre institution, comme beaucoup d'autres, et dont certaines peuvent dire de meilleur niveau, ben nous avons les 5 QV sur 7, donc vous voyez bien que la qualité doit se loger dans le détail, c'est-à-dire dans le détail du syllabus, dans le détail du programme. J'inciterai plutôt à ce jeune Parisien de regarder à 2 fois avant de faire un déménagement coûteux, alors qu'à côté, il a un campus de qualité. Alors, puisque vous parlez de déménagement, on a la question d'un provincial qui lui renverse cette question, dit « Moi, je suis admissible à plusieurs écoles, dont l'ISC. Il faut peut-être que j'envisage de déménager. Est-ce que l'ISC propose des solutions de logement ?» Et on sait qu'à Paris, c'est un des principaux problèmes. Voilà des solutions, Jordan pourra des répondre. Solutions, il y en a plein, des solutions institutionnelles, c'est-à-dire ce que mobilise l'école pour répondre à cet élément qui n'est in fine pas un problème. Hein. On n'a pas une année où on a un étudiant qui se retrouve en difficulté de logement. Première chose, on a des partenariats avec des résidences étudiantes à proximité de l'école. À toute proximité de l'école, sur les communes avoisinantes, beaucoup de nos étudiants sont logés. Le dernier partenariat signé permet notamment à ces étudiants une gratuité des frais de dossier. Sur des résidences étudiantes, ça représente quand même une somme non négligeable. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, le service logement, l'ISC Paris, qui est une sorte de banque d'offres de logement. Les logements sortants, vidés par les étudiants qui terminent le cursus, sont remis dans cette bourse au logement et sont proposés aux entrants. Et ça, géré en interne. Il faut savoir que la plupart des propriétaires qui louent leur logement aux étudiants le font avec un regard bienveillant sur l'ISC, puisque c'est une sorte de caution morale qu'ils s'offrent en louant leur logement à des étudiants de l'ISC. Puis dernière solution qui a le vent en poupe depuis maintenant près de 5 ans, c'est la colocation. C'est une dimension financière naturellement, mais aussi conviviale. Et avec ces différents leviers, le logement n'est pas un problème. Ce qui est intéressant sur l'élément financier aussi du logement, qui accompagne souvent cette question, et j'invite tous les internautes à le faire, c'est de simuler sur le site de la CAF le montant des APL. Et ils s'apercevront rapidement que le montant des APL à Paris est supérieur à ce que les APL peuvent être en province. Donc l'appréciation du loyer est une chose, mais il faut également penser au montant de ces APL qui viennent en diminution du loyer. Alors justement, puisque nous parlons des questions financières, nous avons une question. Et elle est importante. Hein. De quelle aide pourrais-je bénéficier pour faire ma scolarité à l'ISC ? Alors, l'école redistribue de l'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros. Redistribue de l'argent. Redistribue de l'argent. Oui, on donne des bourses institutionnelles. Voilà. Et une politique, en tout cas, depuis de longues années, c'est la solidarité. Notre école est solidaire et notre école soutient ses élèves. Jordan n'a pas cité le chiffre, mais je peux le citer. Nous donnons des bourses institutionnelles équivalentes cette année à 380 000 euros. On soutient nos élèves parce qu'ils progressent, des bourses certes modestes, mais ce sont des exonérations parfois totales de la scolarité, partielle ou totale. Quels sont les critères d'éligibilité justement à l'obtention de ces bourses ? 2 critères. Le premier critère, c'est naturellement un critère social, c'est-à-dire qu'un étudiant qui manifestement n'est pas dans le besoin n'appelle pas une aide de notre part. Mais pas seulement. Également un critère de réussite et d'implication. Un étudiant à niveau social égal qui aura fait montre de son excellence académique, de son implication dans la vie, dans les projets de l'école, dans les différentes expériences dans lesquelles il aura pu s'engager, à l'évidence fera partie des étudiants qui auront les exonérations les plus importantes. J'ajoute que ces bourses ne sont pas marginales, elles ne sont pas données à quelques-uns, elles sont données à la majorité d'une promotion. Donc ces exonérations partielle, voire totale pour certains de nos étudiants, c'est une politique également sociale pour nous. Est-ce que la scolarité à l'ISC est compatible avec un job étudiant ?
Oui, et l'est de manière très claire. Nous avons fait le choix, alors c'est pour les services pédagogiques un tour de force, de concentrer les cours en première année le matin et en deuxième année l'après-midi. Alors je réponds tout de suite à une question que vous alliez peut-être me poser, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de cours? La réponse est naturellement non, nous n'avons pas de cours éparpillés. Nous avons souhaité concentrer ces cours-là et ainsi permettre à nos étudiants ou de s'impliquer dans notre très cher système associatif, de travailler, et là pour le coup il y a une vraie réponse financière. Pour certains, ce travail peut prendre la forme d'un stage alterné, l'étudiant est le matin en cours, l'après-midi en entreprise, et l'inverse en deuxième année. Beaucoup de nos étudiants font des jobs étudiants, sur des contrats on va dire plus classiques. Donc les solutions qui sont offertes à nos étudiants sont nombreuses et en tout cas l'école de fait laisse des demi-journées libres à nos étudiants. Alors vous avez parlé de stage alterné. Il ne semble pas que l'ISC est une image vraiment très engagée dans l'apprentissage et l'alternance. Alors non, on n'a pas d'apprentissage. Là, à ce moment, j'y travaille, mais j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis un honnête homme? Oui, pour le moment, nous n'avons pas un CFA et je ne propose pas à mes étudiants, donc il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas donc un apprentissage formel tel que la loi l'indique dans notre pays. En revanche, il y a ce système dit d'alternance qui permet, et beaucoup d'étudiants ont signé des CDI, des CDD et des vrais jobs, quoi, très qualifiés, quoi, hein, donc c'est quand même important. Pour revenir à l'apprentissage, c'est un projet que nous traitons actuellement. Il y a un dossier qui est à l'étude au Conseil régional Île-de-France. Je rappelle aux internautes que l'apprentissage est géré par les régions, que cela ne dépend pas uniquement des écoles, qu'il faut des autorisations, qu'il faut intégrer un CFA. J'ai un CFA ami avec lequel j'ai signé une convention, cela devrait aboutir, mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui en disant oui, il y aura l'apprentissage l'année prochaine, tant que je n'aurai pas une réponse officielle des instances et des autorités de notre pays. Pour sortir un petit peu de la pédagogie, question de Bertrand, internaute, qui nous explique que dans son choix, il accorde une grande place à tout ce qui n'est pas étude, puisqu'il pense qu'il faut être curieux de tout et ne pas être obsédé par ses cours pour devenir manager modèle, et qui nous dit quelle part pour l'activité culturelle ou associative à l'ISC? Je pense que Jordan peut répondre parce qu'il a même vu, mais juste en introduction, d'abord c'est possible et nous croyons aussi fermement à cette pédagogie de l'action, c'est-à-dire la mise en situation, et tout ce qui est périphérique en fait ne l'est pas, parce qu'en effet, cet internaute a raison, on apprend aussi beaucoup quand on manage soi-même un projet culturel, humanitaire, quand on s'occupe des autres, quand on exprime sa générosité, quand on doit manager un budget de grande qualité. Et là, Jordan a parlé tout à l'heure de ce qui est pour nous dans nos gènes, ce qui est notre ADN, notre identité d'école, c'est bien entendu nos entreprises étudiantes et notre système associatif. Donc Jordan pourra en dire un mot. Mais alors, avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'il n'y a pas un peu un discours convenu de toutes les grandes écoles pour dire on s'investit dans l'activité associative parce qu'il faut former des managers différents, au développement durable, la responsabilité sociétale? Bon, il y a aussi un effet de mode. Vous inscrivez dans cet effet de mode ou l'engagement de l'ISC Paris dans la pratique associative et dans les projets associatifs pas la mode, est bien antérieur à cette mode, puisqu'on était dans les années 60 quand le système associatif s'est développé à l'ISC Paris. Donc ou alors c'est une mode qui perdure, ou en tout cas on a été précurseur. Et si on est copié, c'est intéressant. Flatteur. C'est flatteur pour l'institution. Ça s'inscrit dans le cadre de la scolarité par rapport aux cours, au système de notation? Alors, on évoquait tout à l'heure l'organisation des journées de la scolarité. Le fait d'avoir concentré les cours sur des demi-journées répond aussi à cette volonté qui est la nôtre de rendre au système associatif et de donner au système associatif toute sa place. Un étudiant qui va s'impliquer sur des demi-journées dans le système associatif va à l'évidence pouvoir se fixer des objectifs, déployer ses projets, rencontrer des difficultés, connaître des succès, et tout ça, à l'évidence, en complément avec les cours, va lui apporter une maturité exceptionnelle. 23 entreprises étudiantes à l'ISC Paris, sur des domaines variés. Ça va de l'humanitaire au service aux étudiants, en passant par le service aux entreprises ou le sport. Le but étant, quel que soit le domaine dans lequel l'étudiant va s'impliquer, de lui donner l'opportunité
eh bien d'acquérir cette expérience très concrète et de développer par là même une certaine intelligence de situation, cette prise de recul, cette prise de hauteur sur les problématiques qui sont celles de l'entreprise. Si je vous demande spontanément l'association la plus connue et la manifestation de l'ISC la plus connue. Alors il y a eu plusieurs, mais plusieurs manifestations. Il y a eu l'ISC du cinéma à une époque. Effectivement, alors ça a été le Grand Prix ISC de la jeunesse et les nuits ISC du cinéma étaient deux événements majeurs du système associatif de l'ISC Paris. Le but étant de promouvoir le cinéma dans la France entière à travers la diffusion d'avant-première. Aujourd'hui, il y a une association à laquelle je pense particulièrement qui est un fleuron de l'école, parce que cette association répond en plus à plusieurs objectifs et plusieurs beaux objectifs. C'est ISC Network, la job service de l'école, c'est l'agence d'intérim de l'ISC Paris. ISC Network génère près de 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc on est sur une structure qui est équivalente à celle d'une PME. Oui. C'est une petite entreprise. Gérée par des étudiants et au service des étudiants. Pourquoi je dis que cette association répond à plusieurs objectifs? Elle répond également à un objectif social. Nous parlions tout à l'heure de ceux de nos étudiants qui, pour financer leur scolarité, doivent travailler. Eh bien, il y a une association dont la mission est de proposer à nos étudiants tout au long de l'année des missions rémunérées. Certains de nos étudiants peuvent travailler ponctuellement, d'autres peuvent travailler durablement. Certains peuvent même faire des missions sur l'année avec cette visibilité. Cette association est un fleuron dans son efficacité économique, dans le rôle social qu'elle joue et dans la dynamique des membres qui l'animent. Imaginez le gain énorme en maturité et en expérience des étudiants qui sont à la tête de cette structure. Alors je pense à une autre, alors que les dirigeants des 23 entreprises étudiantes ne nous en veulent pas de ne pas toutes les citer, mais une autre qui, sur le plan humanitaire, est particulièrement remarquable, Aide mondiale ISC. C'est une association humanitaire à dimension internationale et qui, sur 3 continents, en tout cas sur 3 pays, l'Inde, le Pérou, le Bénin et puis, depuis cette année, les Philippines, mène des actions humanitaires locales. Donc, le déploiement des projets se fait en France, l'organisation du projet se fait en France et les équipes partent tous les ans sur le terrain réaliser ces projets. Actuellement, aux Philippines, 30 de nos étudiants travaillent sur des villages et participent à la modernisation des villages aux îles Philippines. En Afrique, ils ont participé à la création d'une filière industrielle pour la récupération des plastiques. Je pense que quand on a ça, on est en train de devenir réellement un manager. Et pour rassurer également les internautes sur l'encadrement qui est proposé sur ce système associatif, c'est pas une occupation libre. La personne qui souhaite s'investir dans le système associatif va être évaluée. Cette évaluation va naturellement entrer dans son cursus, à l'instar de toute autre note. Il y a des équipes dédiées, un directeur des entreprises étudiantes qui est épaulé de 3 experts qui interviennent sur leur domaine de compétences. Des budgets dédiés, des moyens matériels, humains, financiers. Voilà une implication pédagogique très forte de notre part. Donc on aura compris, grosse activité associative et culturelle à l'ISC. Autre question qui nous ramène là à la pédagogie d'une jeune femme. Je suis attirée par la mode et le luxe. Proposez-vous des ouvertures vers ces 2 univers. On dit qu'il est difficile d'y trouver une place. Est-ce vrai? Alors, le secteur du luxe n'est pas un secteur comme les autres. À l'évidence, on ne travaille pas chez LVMH comme on travaille chez Monique Ranou. Non pas que j'ai pour l'une ou l'autre de ces entreprises une préférence, mais la connaissance sectorielle est, nous le pensons, un facteur clé de succès pour les étudiants que nous diplômons. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plus de 10 ans, l'ISC Paris a mis en place une spécialisation de 3e année, Marketing et Management des industries du luxe, qui est dirigée par Christophe Rioux, qui, dans l'industrie du luxe aujourd'hui, fait référence. Eh bien, cette spécialisation va permettre à nos étudiants en 3e année d'avoir 400 heures de formation dédiées à l'industrie du luxe et à ces métiers du marketing et management dans ce domaine. Un étudiant qui sans doute aujourd'hui fait son tour de France, va devoir être attentif à ce volume horaire de 3e année, puisque c'est finalement la clé de l'expertise qui va être celle qu'il va pouvoir mettre sur la table face à un recruteur. Il n'est pas généraliste, mais il va être spécialisé sur le plan sectoriel. Aujourd'hui, justement, nous avions un ancien qui est le patron d'une très belle boutique de Puig France, qui est un distributeur des plus grandes marques de parfums, et qui vend notamment à Paco Rabanne. Je vais diplômer les 3e années au mois de juillet. Au moment où je vous parle, cet internaute, une jeune fille, je vais citer son nom parce que je lui rends hommage, qui s'appelle Marie Tamara,
Elle n'est pas encore diplômée, elle vient de signer son contrat chez LVMH. Elle a fait un stage de grande qualité. Nous avons des anciens, des jeunes anciens, d'autres plus anciens qui progressent. Il y a une vraie solidarité tous les jours. Pendant l'année scolaire, le professeur Rioux organise les mercredis du luxe et vous avez dans l'école l'amphi plein et vous avez des meilleurs cadres dirigeants du luxe qui viennent, qui partagent, qui prennent les CV de nos étudiants. Le pôle luxe à l'IEC Paris, là, encore une fois, c'est un des points et c'est un phare dans notre institution. Alors nous avons une autre question sur des programmes un peu spécifiques de l'IEC. Je souhaite m'orienter vers les métiers du management sportif. Quelle est l'expertise de l'école dans ce domaine? Alors d'abord, je voudrais rendre hommage au Racine Métro. Oui, j'ai vu que vous aviez signé un partenariat. Et nous avons signé avec le Racine des joueurs. Métro pour la formation de joueurs. Alors ça veut dire qu'on a une expertise. Ça veut dire qu'on nous reconnaît en tant que tel. Alors, ce partenariat, c'est quoi? C'est d'abord accueillir des sportifs de haut niveau qui veulent aller vers le bac+5, c'est quand même important. Je rappelle que la carrière sportive, parfois, elle peut s'arrêter, mais qu'il y a de la reconversion possible. Et puis ensuite, on a deux grands champions dans le management du sport, le professeur Aubois, le professeur Michel Desbordes, reconnu, archi connu dans le milieu. Et puis on a également des anciens qui travaillent dans tout ce qui concerne la structuration et la professionnalisation de ce métier de management du sport. Et je vais vous donner un exemple précis. Un des dirigeants du Stade de France qui s'occupe du développement durable. Je ne savais pas cela, je ne pensais pas qu'on pouvait s'occuper du développement durable au Stade de France. Eh bien, c'est un jeune ancien qui est sorti il y a à peine 5 ans. Donc vous voyez bien que là, notre savoir-faire est avéré. Donc on a bien compris que la prochaine étape, c'est la formation du PSG. J'espère. Je lance un appel. Je lance un appel aux dirigeants du PSG. Cela étant, est-ce qu'il y a des débouchés? Alors, parce que c'est la question, qualité pédagogique certes, mais débouchés. Il y a des débouchés, sauf que ça ne court pas les rues, hein, ces débouchés. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il faut accepter, et là il faut, encore une fois, en disant il faut être honnête, oui il faut être honnête, il faut accepter parfois des salaires moindres par rapport à d'autres métiers. Il faut savoir démarcher les fédérations. Et alors pourquoi effectivement nous capitalisons sur le management du sport? Parce que c'est un secteur qui est en train de se professionnaliser et qui cherche aujourd'hui des professionnels de haut niveau. Si on ne sentait pas qu'il y avait des signaux importants, et ce n'est pas des signaux faibles, hein, ce sont des signaux forts aujourd'hui. Les grands clubs se professionnalisent, recrutent des hommes et des femmes pour l'événementiel, recrutent des hommes et des femmes pour le marketing, recrutent des hommes et des femmes pour la finance. Vous imaginez aujourd'hui ce que c'est que des clubs qui gèrent 20, 30, 40 millions d'euros. Ils ont besoin de contrôle de gestion, ils ont besoin, bien entendu, de financiers de haut niveau. Et donc, au bout de ça, eh bien, les postes sont en train de fleurir. Et donc, il faut se positionner aujourd'hui, il faut être le premier sur ce terrain-là. La rareté que vous évoquiez tout à l'heure, et la question, ça rejoint la question qui a été posée sur le luxe, ce sont des métiers exigeants puisque les secteurs sont particuliers et nécessitent des professionnels qui sont recrutés une certaine expertise. Donc ce sera d'autant moins compliqué d'intégrer ces métiers que l'étudiant aura reçu en amont une formation qui aura été teintée de toute cette connaissance et cette expertise que ces métiers appellent. Nous sommes convaincus qu'un étudiant qui a suivi une spécialisation poussée dans le luxe ou un autre qui aura suivi une spécialisation poussée dans le secteur du sport, quel que soit finalement le secteur, aura plus de choses face à un recruteur à mettre sur la table. Et puis il sera dans le réseau, et c'est important, on le sait aujourd'hui, un job c'est savoir profiter du réseau. Aujourd'hui le réseau est un réseau qui a des vraies ramifications, et puis il y a un recrutement qui se fait par cooptation, tout n'est pas public, donc on va chercher le candidat au bon endroit, c'est quand même ça qui est important. C'est une des raisons pour lesquelles les écoles suscitent un tel engouement. Nous avons une autre question sur la pédagogie de l'IEC, un internaute qui a peut-être lu trop rapidement la plaquette ou le site et qui nous dit « Je n'ai pas très bien compris la notion de développement durable personnel que vous exposez ». Alors rapidement, le développement durable personnel, c'est quoi? C'est le développement personnel durable. Voilà. Mais nous, on compte d'abord l'étudiant, c'est une personnalité. Et ce terme personnel, ce n'est pas un individu, hein, c'est une personne. Et là, il y a des options philosophiques fortes. La dignité humaine, ça ne se négocie pas. C'est ça quand même important. Il y a une certaine pratique, comme on dit, de l'altérité. Nous croyons que les hommes et les femmes peuvent grandir. Et pour que les hommes et les femmes grandissent dans leur métier,
pour les faire mûrir, pour les aider à progresser, il y a un accompagnement. Et c'est une sorte de compagnonnage. On n'est pas simplement dans le face-à-face pédagogique, on est également côté à côté. C'est-à-dire que c'est mon égal, je le fais progresser, je lui donne. Et ce travail de coaching, de personnalisation, c'est se développer et se développer sur la durée. On ne fait pas des coups. On considère que le jeune homme ou la jeune fille qui nous fait confiance, c'est pour effectivement, sur le long terme, produire, être la meilleure, pouvoir progresser. Le développement doit être effectivement personnel et professionnel. Vous pensez que c'est là un des éléments différenciants avec les autres? Je ne sais pas si c'est différent. Beaucoup d'écoles le disent. Nous on le pratique, on le fait avec beaucoup de conviction et on le fait avec un présupposé, je vous ai dit un présupposé idéologique fort. Penser que les hommes et les femmes peuvent grandir, quel bon métier que le nôtre, se faire petit volontiers pour grandir les autres. Au quotidien nous faisons ce travail. Je suis un directeur sur le terrain, de proximité. Je connais mes élèves, je connais pas les 2000 prénoms, mais je tente quand même aujourd'hui, dans cette dimension humaine, dans un campus à dimension humaine, d'être proche de mes étudiants, parce que je pense aussi que si le corps professoral, si l'administration est exemplaire, elle est en train de faire son travail d'éducation. Alors, le temps passe et j'ai encore des questions sur lesquelles il va falloir nous répondre précisément. Plusieurs questions sur les MBA. Première question, j'ai vu que vous proposiez des MBA spécialisés. C'est quoi exactement? Et une deuxième question relative à votre MBA Innovation Marketing. L'internaute nous dit, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Est-il adapté pour moi? D'abord, il faut avoir un petit peu d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre déposer un dossier dans les MBA. Les MBA, communément et jadis, c'était l'équivalent de ce qu'on appelait des troisième cycles. Ce sont bien des diplômes dits d'école, marque MBA. Le MBA, ce sont 3 lettres magiques, connues mondialement. C'est une focale sectorielle à un moment donné, soit c'est une focale métier, banque ou ingénierie ou marketing. Mais il est important que on accueille tous les ans 300 jeunes diplômés qui viennent là se spécialiser. Il est évident qu'il faut au préalable travailler. Au préalable, il faut se frotter au monde réel de l'entreprise. Petite expérience, c'est quoi? Parce que c'est. Alors, petite expérience, c'est pas un stage. Nous, on apprécie les étudiants qui ont déjà passé par l'entreprise avec 2 années, 3 ans d'expérience avérée. Donc, il est nécessaire de se frotter au monde de l'entreprise, au monde réel. Le MBA, c'est ce qui permet d'augmenter son taux d'employabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la jeune fille, le jeune garçon dit « j'ai des compétences, mais pour pouvoir progresser au sein de ma propre entreprise, je dois tenter d'approfondir ou d'élargir mon champ de compétences. » Le MBA sert à ça. Mais il n'y a pas que de MBA, il peut y avoir également des masters spécialisés, il peut y avoir des MSI. Nos MBA, notre offre éducative de MBA, c'est 14 MBA avec un apport très technique. On a là un certain nombre d'enseignants-chercheurs de très très haut niveau. On peut citer un autre sur l'audit social. Il y a très peu de formation sur l'audit social et ressources humaines. Et bien là, on forme. Il nous est arrivé de former des syndicalistes qui voulaient progresser, de former des consultants, donc qui ensuite ont créé leur propre structure. On a un MBA entrepreneuriat et on a un incubateur à leur disposition. Et cette année, nous avons 4 jeunes incubés qui viennent de créer leur entreprise et là, l'envol est pris pour l'avenir. Beaucoup d'annonces de communication cette année de la part des écoles sur les incubateurs, sur les pépinières d'entreprise. Oui. Beaucoup d'écoles ont communiqué. Ça semble aussi être un effet de mode. Hein. C'est ça le problème. Nous étions en avance, je tiens à le dire. C'est pas vaniteux dans ma bouche. L'incubateur, ça fait déjà 5 ans que nous travaillons sur ça. On n'est pas les seuls. Mais de toute façon, si nous faisons une analyse de l'environnement avec les mêmes outils cognitifs dont nous disposons, on répond à peu près aux mêmes réponses.
Les directeurs des autres écoles, qui sont mes collègues, on se rencontre régulièrement dans des instances de travail, on partage les mêmes idées, nous faisons la même analyse. C'est normal qu'on propose des incubateurs, que l'on propose, bien entendu, de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que notre pays a besoin d'entrepreneurs, parce que notre pays a besoin de jeunes repreneurs, parce qu'il faut être présent sur tous ces secteurs, parce qu'il faut être présent sur le territoire pour créer des entreprises dans notre pays. Donc c'est une évidence que des écoles qui sont réactives, des écoles qui sont à la pointe de la pédagogie, grosso modo, proposent à un moment donné quasiment les mêmes réponses. Question un peu technique de Thomas. L'ISC poursuit une démarche d'accréditation à ACSB. Y a-t-il des démarches pour les autres labels type EFMD, AMBA? En fait, concrètement, quelle est actuellement votre politique d'accréditation? La politique d'accréditation, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Nous allons vers l'accréditation américaine à ACSB. Nous venons de recevoir la semaine dernière notre mentor, le professeur Bob Scherer, qui nous accompagne. Le mentor, c'est le coach interne, et nous avons réussi la première étape dans la fusée, qui est l'éligibilité. Et donc, nous sommes dans cette démarche de progrès. Je me lève tous les matins avec mes collaborateurs en disant progrès, 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 qualification, meilleur travail, meilleure qualité. Au bout du bout, il y aura l'accréditation, je l'espère. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous pouviez parfaitement vous développer tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, pareil, on peut se développer sans la ACSB? Non, je crois que le marché a besoin des labels qui soient des labels lisibles et crédibles. Ce sont des références. Et donc, il est important pour nous, pour continuer à se développer très fort et pour être présent mondialement, globalement, comme disent les grands spécialistes, cette accréditation nous semble aujourd'hui un prérequis. Il est évident que moi, je souhaite que les institutions françaises soient exemplaires. Moi, je ne veux pas moins de qualité pour les écoles françaises. Je souhaite beaucoup de qualité pour les écoles françaises. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'on sera attractif. Et la conférence de grandes écoles avait lancé, à travers son président, une opération accueillant plus de 500 000 étudiants étrangers. Si nos écoles sont exemplaires, alors l'offre éducative de haut niveau pourra attirer tous ces étrangers. Dans l'économie de la connaissance, nos écoles peuvent faire un gros travail d'attractivité dans notre pays. J'ai une question de Julie qui manifestement est admissible et qui nous dit « Je passe les oraux dans quelques jours, quelques conseils seraient les bienvenus, je stresse un peu ». Alors déjà, Jordan, souhaitez-vous donner quelques conseils? Oui, le premier, c'est surtout de ne pas stresser. Je pense que Julie sait qu'elle va affronter 2 épreuves. Une épreuve de connaissance générale, 20 minutes, pendant lesquelles Julie va pouvoir répondre à des questions qui vont lui être posées spécifiquement à elle, en fonction de qui elle est, de l'endroit où elle vient, de ce qu'elle aime et de ses principaux centres d'intérêt. Notre objectif à travers cette épreuve, c'est naturellement de tester le niveau de connaissance générale du candidat, mais aussi ses réactions et son attitude. Donc que Julie n'hésite pas à réfléchir à haute voix, à jouer le jeu de l'épreuve, à échanger vraiment au sens premier du terme avec le jury, et elle verra que cette épreuve est aussi agréable qu'enrichissante. Deuxième épreuve, l'entretien individuel. Toujours redouté. Alors l'entretien individuel ne représente pas une difficulté. Le candidat, sur la base d'un questionnaire qu'il aura rempli préalablement, va échanger avec un spécialiste du recrutement qui va tester uniquement la cohérence de son projet. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'a-t-il identifié comme centre d'intérêt? De quoi a-t-il envie, besoin? Et que souhaite-t-il construire? L'ISC Paris permettra-t-il à l'étudiant de réaliser tout ça? Voilà un petit peu quel est le spectre qui est celui de l'examinateur. L'objectif est d'éviter des erreurs d'orientation, que l'étudiant soit heureux chez nous et que nous soyons heureux d'avoir cet étudiant qui ressemble aux valeurs de l'école. Il faut être authentique. Je crois que les élèves dits préparationnaires sont hyper préparés. On le sait. Plus que les admis sur titre? Souvent. Ils ont fait beaucoup de simulations. Nous-mêmes, nous les soutenons. Donc, on sait qu'ils sont hyper préparés. Ils viennent d'ailleurs, petit clin d'œil, souvent déguisés pour la première fois, la cravate, le costume, etc. Donc, il y a ce stress d'une mise en situation différente. Je crois qu'il faut parler d'eux, qu'il faut se convoquer, qu'il faut faire ce travail d'introspection, mais qu'il faut mettre en même temps les convictions sur la table, qu'il faut réellement s'engager,
qu'il faut être généreux. J'accueille tous les matins les candidats tous les après-midi en leur disant allez-y, les qualités essentielles c'est quoi? C'est l'intelligence sociale, conviction et adaptation, c'est savoir bien communiquer, donc une maîtrise de la rhétorique, oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi parler vrai en regardant les gens dans les yeux, en s'affichant clairement, en disant voilà mes convictions, voilà ce qui me fait vibrer. Je crois que c'est cela le plus important. Est-ce qu'on est capable de parler avec son cœur? Est-ce qu'on est capable de parler avec ses tripes? Eh bien, Andrés Atanza, ça sera le mot de la fin. Jean-Yves Gineste et Andrés Atanza, merci d'avoir participé à ce live. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Merci à Studirama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.